Bonjour à tous. Merci tout d'abord à Marco Piazza pour son invitation, Sofia Sandreschi de Robertis pour l'organisation de ce colloque et l'Université de Roma III pour son hospitalité. Une pensée aussi particulièrement affectueuse pour Luca Pietromarchi qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Mon intervention s'intitule D'un désir, d'une vérité l'autre, ou ce que la recherche fait à la philosophie. Et il n'est pas faux de penser que la recherche se place d'emblée sur le terrain de la philosophie ou vient pêcher dans ses eaux territoriales. Le roman se déploie en effet sous le double signe du désir et de la vérité, soit de cette double autorité ou ce double destin dont la philosophie toujours a eu à cœur de se réclamer et dont son nom même porte la trace. Je dis la trace parce qu'il faudrait évidemment consacrer un peu de temps à démontrer comment la philia est une forme de désir, sinon son expression ultime, comment Platon pense la philosophie comme une érosophie, comment Aristote lui-même, je pense ici à la première phrase de la métaphysique, pose que, par nature, dit-il, tout homme désire, oregontai, connaître, ou, si vous préférez, a soif de vérité. De sorte, primo, que notre attachement, notre lien à la vérité serait pour ainsi dire consubstantiel, et dès lors, et secondo, que la seule véritable question qui se poserait serait celle de savoir comment y accéder, et donc de la méthode à suivre afin d'y parvenir. Ce que Descartes résumera parfaitement en posant la philosophie comme recherche de la certitude et discours de la méthode. Désir ou recherche de vérité, et même, nous dit le roman, le narrateur, d'une vérité infinie que le roman reprend à son compte et dont on sait que, jusqu'au milieu du temps retrouvé, le narrateur désespère. Mais s'il en désespère, s'il désespère de devenir un jour écrivain, c'est que malgré lui, dans son expérience quotidienne, il désespère et du désir et de la vérité. Du moins dans le sens qu'en donne le roman, jusque dans le temps retrouvé, et qui se trouve correspondre largement à l'image que la philosophie en a donnée. À cela près, je dirais qu'il en déroule la logique jusqu'au bout, et un peu à la façon de Nietzsche d'ailleurs, qui se posait en diagnosticien et en psychologue, en dévoile les ressorts passionnels et les conséquences ultimes. Ce désespoir ou cette déception, que je dirais chronique, au sens médical comme au sens métaphysique, prend la forme suivante. Dans la mesure où la condition d'être désirant est innée et que le désir naît du manque, comment pourrait-il jamais être comblé? Sinon en multipliant ces objets, qui sont autant d'apaisement, de moments d'apaisement, mais aussi autant de leurres. Par ailleurs, dans la mesure où la vérité est un objet de désir, et peut-être son objet ultime, comment, de par l'essence même du désir, pourrions-nous jamais obtenir autre chose que des fragments ou des miettes de vérité, plutôt que la vérité elle-même? Comment pourrait-elle exister autrement qu'à l'état de promesse? La réponse à cette situation aporétique passe par l'expérience d'une autre forme ou un autre régime de désir et la construction d'une autre morphologie de la vérité. La recherche du temps perdu, en tant que recherche de la vérité, n'aboutit que dans la mesure où
elle transforme ce qu'on entend et par recherche ou désir et par vérité. Étant donné le temps imparti, je vais devoir être bref et schématique et tâcher de me concentrer sur ce point de bascule du désir, soit ce moment de renversement où désir et vérité passent d'un régime à un autre, d'une morphologie à une autre. Mais je commence par évoquer le premier régime que je qualifierai pour des raisons que je vais tâcher d'éclaircir et que certains trouveront peut-être contestables, de narcissique et à la limite de paranoïaque. Si le lien jusqu'ici posé, mais non démontré, entre désir et vérité devait être confirmé, il faudrait en conclure que la recherche de la vérité serait en elle-même et jusque dans sa forme philosophique, pathologique. Terme que j'utilise dans un sens à la fois kantien, c'est-à-dire comme lié à notre sensibilité, et clinique, c'est-à-dire lié au monde des pulsions et des pulsions de domination en particulier. Ce que, soit dit en passant, Nietzsche n'a cessé d'affirmer en associant désir de connaître et désir de s'emparer, volonté de savoir et volonté de puissance. Tout semble bien pourtant commencer, c'est-à-dire de la façon la plus innocente qui soit. Dans un premier temps, en effet, Proust découvre que l'aiguillon du désir, ce qui l'excite et l'oriente, le titille et le travail, le taraude et le tarabuste, c'est la curiosité et la connaissance. À la source de tout désir, y compris amoureux, il y aurait le désir de connaître, la promesse d'un nouveau point de vue. Si le narrateur dit aimer vraiment Madame de Guermantes et plus tard Albertine, c'est non en dépit du fait qu'il ne les connaît pas, mais bien parce qu'il ne les connaît pas. Son désir lui promet la découverte d'un nouveau monde et la perspective, je cite, de ce prolongement, cette multiplication de soi-même qui est le bonheur. La connaissance et la vérité seraient au fond ou au bout du compte le véritable objet du désir, même amoureux. Savoir, tout savoir, voilà ce dont l'amour serait le nom. L'homo concupiscens serait en réalité homo sapiens. Le désir serait littéralement philosophique, c'est-à-dire animé par une curiosité interne. Et la philosophie, elle, serait profondément érotique. C'est très exactement ce que Socrate dit dans le banquet, en désirant telle belle chose ou personne, c'est en réalité l'idée du beau que je désire, et derrière elle, encore au-delà d'elle, l'idée en tant que telle, c'est-à-dire l'absolu. Pourtant, cet idéalisme du désir, c'est-à-dire son lien a priori avec la vérité, est vite mis à mal. Contrairement au schéma ascendant du platonisme, où le désir fonctionne comme un escalier menant à la contemplation et à la béatitude, le désir proustien est synonyme de tourment et même de souffrance. Très vite, ce que le narrateur voit derrière Albertine, ce ne sont plus, je cite, les montagnes bleues de la mer à Balbec, mais, je cite encore, la chambre de Montjouvin où elle tombait dans les bras de mademoiselle Vinteuil, avec ce rire où elle faisait entendre comme le son inconnu de ma jouissance, remplaçant ainsi, je cite, l'espérance d'un bonheur inconnu par le prolongement de mon martyre. Si la curiosité est si facilement douloureuse et même rend fou, ce sont les termes mêmes de Proust, c'est parce qu'en réalité, elle ne suit pas la pente platonicienne. Parce que
Loin de mener à la certitude, elle nourrit le doute. Un doute qui n'est pas, comme celui de Descartes, méthodique, mais pathologique. Un doute qui n'est pas l'instrument adéquat de la recherche de la vérité. Une vérité, cela a son importance, vers laquelle je serai d'emblée tourné, à laquelle j'aurai, pour ainsi dire, et par nature droit, et que ma droite nature me rendrait accessible. Mais un doute qui me rend chèvre. Là où on était en droit d'attendre la certitude et l'apaisement lui correspondant, on trouve l'incertitude et le tourment. Pourquoi? Parce que dans le domaine des relations humaines, plus que des vérités scientifiques ou métaphysiques, le Graal dont je souhaite à tout prix m'emparer et qui toujours m'échappe, c'est le point de vue de l'autre, sa perspective, son expérience et sa connaissance du monde, bref, son désir. Jamais des autres je n'aurai une idée claire et distincte. À propos de Françoise et du mal que le narrateur apprend qu'elle dit de lui, lui qui la croyait si bonne, il écrit: une personne n'est pas, comme j'avais cru, claire et immobile devant nous, mais une ombre où nous ne pouvons jamais pénétrer, pour laquelle il n'existe pas de connaissance directe. Ce que je désire avant tout, c'est le désir de l'autre, c'est vivre et percevoir le monde comme lui, me mettre à sa place. Or, c'est précisément par son désir que l'autre m'échappe, me signifie sa transcendance et me rend ainsi fou. Fou d'amour, c'est-à-dire de jalousie, fou de reconnaissance, comme en témoigne le snobisme. Les Verdurins désirent la reconnaissance des Cambremer, qui désirent celle des Guermantes en la personne de Charlus. Mais Charlus, lui, tout en haut de la pyramide sociale, n'a Dieu que pour Morel, comme Swann d'ailleurs pour Odette ou Saint-Loup pour Rachel. De l'amour, Proust dit que, je cite, c'est une maladie chronique et un mal inguérissable. Du snobisme, il dit que c'est une maladie grave de l'âme, mais moins grave que la jalousie, en cela que purement localisée, elle, dit-il, ne gâte pas tout à fait. Je n'insiste pas sur ces deux pathologies issues de la nature même du désir, tant elles ont fait l'objet d'analyse de la part des Proustiens, sinon pour en souligner l'acharnement. Soit le fait que, dès lors qu'en son étau on se trouve pris, rien ni personne ne semble en mesure de nous arrêter. Avec quel acharnement, en effet, et quel opportunisme aussi, le narrateur s'immisce dans le cercle guermantes, usant de son amitié avec Saint-Loup, amitié en laquelle il ne croit pas, comme en aucune d'ailleurs, et prétextant son goût pour la peinture d'Elstir. Quel acharnement et quelle méthode, celle du scientifique, du détective, de l'espion, Swann met-il dans sa recherche de la vérité concernant les infidélités et les mensonges d'Odette. La méthode, s'il en est une, encore une fois, est pathologique et, à la façon d'une tornade, se nourrit de sa propre énergie. Loin d'apaiser celui qui la déploie, elle ne fait que renforcer ses soupçons et ses incertitudes. Loin de mener à une action concrète, elle ne donne lieu qu'à des représentations, des scènes de jalousie. Je n'insiste pas non plus sur l'idée du désir comme désir du désir de l'autre, que Proust emprunte assurément à Gabriel Tarde, mais dont on sait que, par le truchement d'Alexandre Kojève dans les années 30 et son influence sur Lacan, Sartre et René Girard, elle eut une longue postérité. Je souligne simplement la dimension conflictuelle et conquérante du désir qui,
comme par un effet de retour sur les vérités métaphysiques et le savoir en général, nous force de poser à nouveau frais la question du rapport du désir et de la connaissance, du pouvoir au savoir. Si le désir jaloux ou snob est plus curieux, plus enclin à la connaissance qu'on imaginait, et même tout entier tendu vers elle, la connaissance, elle, est moins innocente et désintéressée qu'on ne pensait. Derrière toute volonté de savoir et toute quête de vérité se cache un désir de posséder, s'approprier, dominer et assujettir, de sorte que le mouvement du désir ne serait pas seulement ascendant, platonicien, nous entraînant de la jalousie et du snobisme à leur forme ou expression divine, mais aussi descendant, je dirais nietzschéen, en cela que révélant les pulsions qui s'agitent derrière les idéaux les plus nobles et en apparence désintéressés. La critique proustienne de l'intelligence est aussi la critique d'une faculté et même d'une discipline, la philosophie, qui se concevrait comme détachée du monde des pulsions violentes et inavouables. Mais la critique est surtout celle d'un régime du désir et de l'intelligence qu'il déploie, qui tourne à vide. On aura beau multiplier les points de vue, collectionner les femmes comme des lorgnettes, jamais celles-ci, je cite, ne seront assez nombreuses derrière la vitrine. Toujours une place vide, dit encore Proust, attendra une lorgnette nouvelle et plus rare. On aura beau assembler, rassembler les perspectives, jamais elles ne nous donneront le monde tel qu'en lui-même. Au mieux, comme le dit le narrateur dans La prisonnière, ce que l'on trouve dans les bras de l'aimé, c'est un apaisement nécessairement temporaire. Les promenades au bras d'Albertine ont, dit Proust, le charme non d'une joie positive, mais seulement de l'apaisement d'une inquiétude. En la séparant de ses amis, le narrateur parvient, je cite à nouveau, à épargner son cœur de nouvelles souffrances. Mais ce calme est, dit-il, un apaisement de la souffrance plutôt qu'une joie. Apaisement, maître mot chez Proust, comme chez son contemporain Freud, pour qui, toujours lié à tel objet, nécessairement empirique du désir, il ne saurait jamais pour lui être un point d'arrêt ou une véritable satisfaction, soit une jouissance au sens de Lacan. Toujours, dit Lacan, nous devrons nous satisfaire de miettes, de lichettes de jouissance. Un désir momentanément apaisé est un désir éternellement insatisfait. Un désir seulement satisfait est un désir déjà relancé, malheureux. On aura beau multiplier les objets de désir. C'est aujourd'hui le marché, le grand bazar du désir qui s'en charge. On n'entamera pas le malheur de cette conscience à la dérive, c'est-à-dire désirante. Car ce qui se profile derrière tout objet, comme son absence même, ce qui s'annonce sans jamais se livrer, ce qui toujours manque à sa place et structure le désir, c'est ce que Lacan, suivant Kant, appelait la chose, soit le Graal transcendantal ou le sujet enfin recollé, soudé. Mais en son absence, ou en sa présence comme ce qui toujours manque, la tentation, pendant du travers paranoïaque, de me sentir à moi soudé et de réduire tout mystère dans le regard de l'autre et de n'y voir que le reflet du mien. C'est ainsi qu'au fil des mois, Marcel, obsédé
parce que chacun des déplacements, des gestes et des paroles d'Albertine peut contenir de personnes, de lieux, de rencontres inconnues de lui, finit par ne voir en elle-même que lui-même. Je cite, « Si jadis je m'étais exalté en croyant voir du mystère dans les yeux d'Albertine, maintenant je n'étais heureux que dans les moments où de ses yeux je parvenais à expulser tout mystère. L'image que je cherchais, où je me reposais, contre laquelle j'aurais voulu mourir, ce n'était plus l'Albertine ayant une vie inconnue. C'était une Albertine aussi connue de moi qu'il était possible. Une Albertine ne reflétant pas un monde lointain, mais ne désirant rien d'autre qu'être avec moi, toute pareille à moi. Une Albertine, image de ce qui précisément était mien et non de l'inconnu. » Fin de citation. Triste image d'une connaissance qui n'est que reconnaissance, c'est-à-dire toute pareille à moi. Triste image d'un amour qui se partage entre un pôle obsessionnel paranoïaque, je veux tout savoir, par lequel l'aimer toujours m'échappe et me torture, et un pôle, un moment narcissique, grâce auquel elle est le reflet de ma propre image et la condition de mon apaisement. Moment où l'on voudrait se tenir et ne plus rien apprendre de celle qu'on aime, dit Proust. Autrement dit, je ne veux rien savoir. Mais en réalité, ces deux pôles, je veux tout savoir, je ne veux rien savoir, communiquent et constituent les deux faces d'une même médaille, d'un même régime de désir. Faut-il dès lors renoncer au désir, emprunter la voie ascétique bouddhiste? Faute de pouvoir prétendre à la félicité par le désir, peut-on prétendre du moins à l'absence de souffrance par son suspens? Ou faut-il, c'est la solution psychanalytique, prôner la sortie de l'impasse par le haut, c'est-à-dire par la sublimation? Une tierce solution, proposée par Proust lui-même, lie le désir à la vie et à l'écriture, mais loin des vicissitudes du moi, c'est-à-dire de sa curiosité, sa jalousie, son ambition, ses déceptions et ses espérances. Déception du voyage, de l'amour, de la mondanité. Quand je dis loin, ce n'est pas tout à fait exact. Il faudrait dire loin et tout près à la fois, tant ce désir-là pousse à l'ombre du moi, dans le dos de son désir narcissique, et comme sa doublure ou l'envers de son étoffe, comme sa hantise ou son spectre, comme son autre, la figure de son altérité. Cette doublure, cette ombre sont un surplus et une chute, au sens à nouveau de l'étoffe. L'invécu au cœur de tout vécu, l'inconnu de toute connaissance, que l'on ne reconnaît qu'après coup, c'est en elle que vient tremper la plume de l'écrivain. C'est elle qui lui fait comprendre que la vérité n'est jamais là où on la cherche, mais toujours ailleurs. L'amour de Swann et Odette dans les plis d'une sonate, Albertine dans tel tableau de Carpaccio, Midi à Combray dans ses clochers. Peut-on toujours parler de désir dès lors que ce fond ontologique, spectral, ne fait l'objet d'aucune volonté, ni même d'intentionnalité? Je dirais que oui, et je dirais même que ce désir peut faire l'objet d'une éducation sentimentale, intellectuelle et esthétique.
Je dirais que oui, précisément en cela que le lien entre désir et volonté se voit distendu, voire suspendu, laissant le champ libre à une disposition et une attitude, une nouvelle forme d'ouverture au monde, un monde dont la manifestation n'est précisément plus le fait du quadrillage auquel mes facultés d'ordinaire le soumettent, n'est plus ordonné à leur enchaînement et leur alignement, tout entier tendu vers la représentation et la reconnaissance, mais suppose au contraire leur bouleversement et leur dérèglement. Déboussolé, désaxé, c'est bien la perte du nord, c'est bien d'une perte du nord, du cap ou de l'astre qu'il s'agit dans ce nouveau désir ou désastre. Déboussolé, désaxé, ces facultés visent non leur réalignement ou leur normalisation, mais leur expression ultime, c'est-à-dire celle par où chacune, sous l'effet d'événements plutôt que de représentations, repousse ses propres limites et découvre jusqu'où elle peut aller, jusqu'à quel degré de puissance elle peut s'élever en s'entrechoquant avec les autres. Ça cloche, et c'est en tant que ça cloche que ça devient intéressant. L'expérience de la mémoire involontaire nous fait trébucher entre des lieux ou temps lointains et ceux qu'on a sous les yeux. On est pris, je cite Proust, dans l'étourdissement d'une incertitude. On est près de perdre connaissance, ce sont encore ces termes. Mais cela ne provoque ni tourment ni angoisse. Au contraire, on ressent, dit Proust, une profonde félicité. La nouvelle image du désir. Proust évoque une nouvelle aspiration. Il évoque un appétit de vivre. La nouvelle image du désir est donc celle du trouble et du chavirement, du narrateur titubant sur les pavés de la cour de l'hôtel de Guermantes. Mais cette nouvelle image du désir est aussi un nouveau désir d'image, une image non platonicienne, qui se contente de reproduire plus ou moins fidèlement un original, mais une image qui donne à voir comme pour la première fois. Une nouvelle matière, bien différente, dit Proust, s'impose désormais. Elle est affaire de vision, ou bien encore de style, et c'est par elle qu'enfin on entre en vérité. Je conclus. Si l'amour, nécessairement jaloux et par conséquent malheureux, est bien, dit Proust, l'espace et le temps rendus sensibles au cœur. L'art, par le style, par la métaphore et par l'effort de pensée qui lui correspond, et quant à lui, l'espace et le temps rendus sensibles à l'esprit. Deux opérations analogues. Mais on aurait tort de penser qu'il s'agit du même espace-temps. Le premier est celui que nous ordonnons et mesurons, que nous percevons, imaginons et même concevons, que nous quantifions. Il est tout entier ancré dans une subjectivité et toujours limité à une perspective. Et c'est même, nous l'avons vu, le recoupement impossible de ma perspective et de celle de l'être désiré qui fait la force du désir, amoureux comme social. Le second pousse aux côtés du premier, dans l'ombre et à son insu, jusqu'à ce que, comme de nulle part, il surgisse avec la violence que l'on sait, bouleversant le jeu jusque-là bien ajusté de mes facultés. Ébranlement, émiettement et même fragmentation du moi. Événement dans lequel je viens mourir et quelque chose d'infiniment plus beau, l'impersonnel, se met à vivre.
un enfant se lève et prend ma place, dit le narrateur en saisissant François le Champy. Dès lors que rien ni personne n'est jamais véritablement à sa place, et que tout regorge d'une multiplicité de points de vue, à quoi bon vouloir prendre la place de l'autre? Coller mon désir au sien, caler mon désir sur le sien. Une inquiétude, celle de l'angoisse, qui toujours et en vain vise son apaisement, fait désormais place à une intranquillité, celle du dérèglement des sens et des facultés, et condition de la félicité. Un désir narcissique et paranoïaque s'efface devant un autre, orphique et schizoïde. Libéré de toute visée intentionnelle, il n'est plus désir de quoi que ce soit. Comme de tout manque, le désir se déploie comme la forme d'une subjectivité pleine, débordante et même voluptueuse. À la question que je commençais par poser, soit celle de savoir ce que la recherche fait à la philosophie, il faut donc répondre un enfant dans le dos. En cela que, semblant lui emboîter le pas, voire l'imiter, elle renverse ses schémas classiques. Elle découvre la matière de la littérature dans l'espace-temps oublié de la philosophie et les marges de la subjectivité, dont le style, mieux que toute méthode, pourra extraire la vérité. Je vous remercie.